Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans, ça s'apprend. Vous le savez, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. On retrouve notre partenaire dans sa pastille, la famille à tout écran. Ce sera notre focus du jour. Il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douani. Hello Damien. Bonjour. Aujourd'hui, tu t'empares de Classis, c'est un réseau social des parents et des enseignants. L'idée, c'est d'impliquer les familles dans la vie de la classe. C'est ça, c'est de remplacer le carnet de correspondance, le carnet de liaison et montrer que les réseaux sociaux, ça peut servir à quelque chose d'utile. Comme quoi, parfois, ça peut servir en effet. Notre question du jour, c'est le 9e art qui sort de sa bulle selon l'Institut GfK. Aujourd'hui, un livre sur 4 vendu en France est une bande dessinée. 85 millions d'exemplaires se sont écoulés en 2021, soit une augmentation de 60% des ventes en seulement un an. Et si les mangas trustent le marché, les BD dites de genre et jeunesse, creusent aussi leur sillon. On va révéler les super pouvoirs de la BD ensemble aujourd'hui avec un maître du genre en duplex depuis le studio où il enregistre les voix de son tout premier long métrage. Jules, dessinateur de presse, vous êtes l'auteur de 50 nuances de grec, de Silex and the City, de Call of Duty. Vous avez aussi relooké Lucky Luke et Is No Good. Bonjour à vous Jules. Bonjour. Et nous serons aussi rejoints en plateau par l'artiviste qui s'essaye à la BD pour la première fois, Dariata Ndiaye, fondatrice de Résonante, de l'application AppL et co-autrice d'Arsène et Marcel me harcèlent aux éditions Grund. Mais d'abord, focus. Et vous le savez, éduquer aux médias, à l'information. Encore une fois, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. On rejoint l'organisme qui a mis au point cette campagne vidéo La famille tout écran pour nous apprendre à mieux maîtriser notre consommation numérique tout en humour. La famille tout écran, épisode 9, c'est parti. Je vous le dis, chers membres de la famille, aujourd'hui nous allons bousculer une vieille habitude. J'aime bien quand Erwan organise des conseils de famille. On dirait presque des conseils militaires. On sait dire non quand quelque chose va mal et on sait se reprendre en main. Waouh, il sait prendre des décisions. La tablette n'est pas une nounou. Nous ne pouvons pas confier notre enfant à un écran. C'est juste dommage qu'il s'en rende compte trop tard. Jamais. Nous ne lui laisserons la tablette. Juste parce qu'on croit que ça nous facilite la vie. Enfin, trop tard pour toi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La petite m'a pas loupé. T'as toujours eu le sens du sacrifice. Je vais te dire, je déteste l'art abstrait. On ne laisse pas un enfant seul devant un écran juste pour pouvoir avoir la paix. Sinon, c'est prendre le risque qu'il n'ait plus envie de bouger, qu'il prenne du poids. C'est à coup sûr des troubles de la concentration et du sommeil. Prenez la poussette, un ballon, et hop, dehors. Tablette, je veux faire du dessin avec toi. Au secours! Et voilà pour ces écrans qui nous posent parfois des soucis, en effet. Mais la BD, elle a des super pouvoirs et on les révèle tout de suite dans notre talk. Et pour parler de ces super pouvoirs de la bande dessinée, de l'engouement qu'elle suscite aujourd'hui auprès du lectorat français, on est rejoint par Jules, le dessinateur de presse et dessinateur émérite, auteur de Silex and the City, de Call of Duty, de 50 nuances de grec. Encore une fois, le nouveau papa, si j'ose dire, ou le père d'adoption de Lucky Luke et d'Is No Good. Jules, on vous rejoint, vous êtes en duplex depuis un studio d'enregistrement où vous êtes en train justement d'enregistrer les voix de votre tout premier long métrage. La bande dessinée, c'est quoi pour vous? C'est un média à part entière? Oui, parce que moi, je suis dessinateur de formation, mais d'abord, j'ai travaillé dans les journaux pour faire du dessin d'actualité. Alors, c'est un petit peu mon passé. Maintenant, je le fais de manière très marginale. Et c'est vrai que la bande dessinée, ça a permis de joindre les deux aspects, qui est à la fois le récit, raconter des histoires au long cours, s'ouvrir sur le monde et toute la partie graphique, cette espèce de rapidité, de synthèse qu'il peut y avoir.
Et c'est vrai que c'est extraordinaire, vous le disiez tout à l'heure, la bande dessinée, c'est 16 albums qui sortent par jour en France, tous les jours, hein. Donc plus de 6000 par an. Donc ça balaye la totalité des thèmes qu'on puisse imaginer. Votre autre invité aujourd'hui représente voilà, toute une partie de cette ébullition en bande dessinée. On peut avoir des reportages politiques, on peut avoir des reportages sur le terrain, on peut avoir des bandes dessinées autour de la philosophie, des bandes dessinées évidemment d'aventure pour la jeunesse. Et tous les lecteurs, finalement, sont représentés, autant d'hommes que de femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, maintenant, c'est tout à fait paritaire. Et puis aussi, non pas seulement les enfants, comme ça pouvait être il y a 30 ans, mais maintenant, toutes les catégories sociales aussi, du nord au sud, des gens très éduqués, des classes populaires. La bande dessinée est quelque chose qui unit une population. Et ça, c'est un phénomène magnifique en France et en Belgique. Il y a cette espèce de bulle où la culture populaire, finalement, c'est vraiment voilà, une émanation de la culture populaire, a cette exigence qui fait qu'il y a une qualité, une profondeur de sens qui rend le métier aujourd'hui de dessinateur de bande dessinée, parce qu'il y a toute une partie de transmission au-delà du pur amusement. Et ça, c'est merveilleux. Si je vous entends bien, c'est donc à la fois de la pop culture, c'est aussi un ciment sociétal. Il y a beaucoup d'idées de transmission dans la BD. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'au travers des bulles et des phylactères, vous pouvez avoir un rapport beaucoup plus direct, un rapport différent à votre lectorat? Oui, alors moi je fais partie, vous le disiez, j'ai repris Lucky Luke dans les traces de René Goscinny. Je fais partie de cette génération, ou en tout cas de ces générations, je dirais même, qui ont appris à lire et à ouvrir les yeux sur le monde à travers ces bandes dessinées de René Goscinny. Il y a Astérix, il y a Lucky Luke, il y a Is No Good, il y a le petit Nicolas. Et sa caractéristique, c'était que, bien sûr, il y avait plein de choses drôles, c'était la chose principale, d'aventure, mais aussi beaucoup de connaissances, de références. La culture classique, l'histoire, moi j'ai étudié et enseigné l'histoire, était tout à fait d'une richesse incalculable dans tous ces livres-là. J'ai utilisé, moi, des choses que j'ai apprises dans Astérix quand j'ai passé l'agrégation d'histoire, et c'est pas juste une rodomontade, c'est vraiment réel. Et donc, effectivement, il y a une dimension de transmission considérable. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qui, par le biais de l'humour, parce que c'est vrai que c'est mon domaine, moi je ne fais pas de la bande dessinée sérieuse, des reconstitutions historiques stricto sensu, il y a toujours ce côté de l'humour qui est un outil pédagogique magnifique. Ça permet à la fois de désacraliser des choses qui peut-être paraissent lointaines, inaccessibles, en particulier notamment le travail que j'ai pu faire en bande dessinée sur la philosophie. Imaginez un Spinoza, un Descartes, un Wittgenstein, dont on connaît éventuellement le nom, mais que finalement on ne lit pas, à part peut-être quelques citations, quelques pages, quand on passe le bac en terminale. Bon, ce sont des gens qu'on voit sur des statues au coin des squares, mais dont on n'entre pas forcément dans l'œuvre. Et bien, la bande dessinée, l'humour, cette espèce de petit pas de côté que ça permet, c'est une porte d'entrée fabuleuse et une façon de dire, bah oui, ça vous appartient aussi. Bien sûr, c'est de la culture d'élite, ça fait bien sur la cheminée, mais pas seulement. C'est quelque chose qui aide à vivre. Et puisque la bande dessinée n'a pas ce côté justement un peu empesé, impressionnant, mais qu'on a l'impression, parce que ça appartient aussi au monde de l'enfance, que bah, c'est ouvert à tout le monde, bah, c'est le cas, effectivement. Et on dit, bah voilà, Wittgenstein aussi, ça peut être aussi marrant que la bande dessinée. Il faut trouver l'angle pour entrer là-dedans. Et ça, c'est une question, c'est un principe qu'on peut avoir, mais en fait, on l'expérimente vraiment, et on se rend compte que bah, parmi les bandes dessinées qui vendent le plus d'exemplaires, y a des choses justement qui vous amènent vers les sciences dures. Il y a des bandes dessinées sur la physique quantique qui marchent très très bien, des bandes dessinées sur la philo, sur la sociologie. Et cette chose-là, alors ça remplace pas le travail des profs, ça remplace pas le savoir universitaire, mais en revanche, ça, c'est presque un marchepied. Ça ouvre vers ces domaines-là qui, je dirais, rejettent toute une partie des lecteurs aujourd'hui. Et puis ça correspond aussi, je pense, à un temps où les gens essayent de maximiser leur temps de lecture, où tout le monde est éclaté avec justement une consommation culturelle des réseaux sociaux, avec des écrans. Et ça permet, on le disait aussi tout à l'heure, de réunir des gens autour d'un même objet littéraire, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres arts. Si on prend la musique, si on prend le cinéma, les séries,
tous ces modes d'accès à la culture, et ben aujourd'hui, ils sont très segmentés. On sait que les algorithmes proposent à chacun quelque chose qui est fait sur mesure en fonction de leur consommation précédente. Donc on a tendance à réitérer sans arrêt sa consommation. Et chaque famille a, je crois, 8 écrans en moyenne en France. Donc chacun a cette petite bulle. On est dans l'apprentissage et la consommation culturelle très, je dirais, narcissique. Et là, la BD, parce qu'une BD, elle passe des enfants aux parents, aux grands-parents, aux cousins qui passent à la maison, aux copains qui viennent dans la maison de vacances. Et ça permet d'avoir un dialogue commun. Il n'y a pas beaucoup d'arts qui ont cette caractéristique. Ça veut dire que c'est un réseau social en soi, mais si je vous entends bien aussi, Jules, on a cette idée de pouvoir se réapproprier le savoir, les cultures, en le faisant passer par la pop culture. Et c'est ce que vous faites notamment dans Silex and the City, quand vous moulinez façon peau de bête et que vous passez au vitriol une parodie de notre société dite évoluée. On se rend compte qu'elle n'est pas forcément tant que ça, notre société contemporaine. Ce rapport au rire et à l'autodérision, je sais que c'est aussi fondamental chez vous, dans votre œuvre. Ça a même été une de vos bottes secrètes en cours, si je ne m'abuse. Oui, parce que si on demande, déjà le dessin en général, si on demande à la plupart des dessinateurs, du moins garçons, maintenant il y a beaucoup de dessinatrices, mais pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à dessiner finalement? Beaucoup d'entre eux vous répondront pour pouvoir parler à des filles. C'est-à-dire que quand on n'est pas le meilleur sportif de la classe, quand on n'a pas le total look qui correspond aux critères de la mode au moment où on est à l'école, il y a un moyen, la botte secrète déjà, de rentrer dans une espèce de cercle de sociabilité, que les filles s'intéressent à vous, que se penchent par-dessus votre épaule pour voir ce que vous faites, et il y a le dessin. Donc déjà, ça c'est une baguette magique particulière. Et par ailleurs, quand on a, et c'est souvent le cas des dessinateurs qui sont dans le domaine de l'humour, une tendance quand même notable à l'anxiété, au stress et à un tempérament finalement perpétuellement inquiet, ça permet de se réapproprier un petit peu ses peurs, ses inhibitions. Et il y a aussi un côté justement antidote, baguette magique. Et moi je sais que devant le fracas du monde, moi, quand j'étais petit, le grand sujet qui m'occupait, et ce qui revient un peu sur le devant de la scène de manière assez tragique en ce moment, c'était la guerre nucléaire. C'était l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, c'était les accords SALT II de démilitarisation, mais voilà, et j'imaginais toujours que les grandes villes d'Europe rasées, comme ça, transformées en une espèce de désert atomique. Et donc j'ai dessiné des centaines et des centaines d'abris anti-atomiques, des prototypes que mes parents ont encore gardés dans des caisses chez eux, parce que ça me permettait justement, en riant des choses, de les mettre à distance et de vivre un peu plus facilement. Et aujourd'hui encore, je pense que mes lecteurs et moi-même sont au rendez-vous, parce que c'est ça qu'ils trouvent aussi dans ces bandes dessinées, dans Silex and the City, dans 50 nuances de grec. C'est une façon, en transposant des choses affreuses, des contraintes, des frustrations, un sentiment d'impuissance qu'on peut avoir aujourd'hui face au chaos climatique, à la brutalité, à la guerre, aux autoritarismes, et puis tout simplement à la suggestion économique à laquelle dans nos sociétés on est tous contraints, de dire non. On a quand même une forme de verticalité, de dignité, et que le rire, finalement, nous permet de nous réapproprier notre histoire. Et cette chose-là, cette fonction-là, elle est aussi considérable. Et bien sûr, la BD ne peut pas complètement changer le monde, voire même pas du tout. Mais en tout cas, elle permet de le rendre un peu plus digne et peut-être un peu plus humain. Et de le rendre un peu plus doux, en effet, grâce à vos dessins et à vos scénarios et à vos bulles. Une question de Damien Douany pour vous, Gilles. Oui, on le voit aujourd'hui, les gamins consomment beaucoup de vidéos courtes, notamment sur TikTok, mais qui peuvent être très intéressantes. On apprend beaucoup de choses. Moi, j'apprends beaucoup de choses quand je les regarde. Est-ce que quelque part, on fait un parallèle avec la BD aujourd'hui? C'est-à-dire, autrement dit, quelque chose qui est divertissant et qui fait quand même passer un message, à la différence que la BD, c'est pas un écran, donc quelque part, ça remet peut-être le temps d'attention là où il faut? Oui, en plus, il y a des passerelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bande dessinée n'est plus finalement seulement cantonnée aux albums. On ne compte plus les adaptations en animation ou les transpositions en film des bandes dessinées aujourd'hui. Ça fait partie de la vie des albums qui paraissent d'avoir d'autres destins par la suite. Bien sûr, il y a ce livre et l'objet livre, et la bande dessinée fait que ça se lit assez peu de manière numérisée. Bien sûr, il y a des applications où on peut acheter les albums comme ça pour une tablette, un téléphone, mais ça marche bien pour les mangas,
avec leur découpage particulier, mais pour la BD franco-belge classique, les gens aiment bien avoir l'album. Il y a encore un fétichisme du livre. Mais c'est vrai que ce que vous dites par rapport au format, au petit format court, c'est pas excluant l'un de l'autre. Et moi, je sais que mes albums, que ce soit Silex and the City ou 50 nuances de Grey, qui a depuis des années et des années une série animée, alors qui passe sur Arte. C'est des épisodes de 3 minutes qui passent tous les soirs. Mais je sais que les gens qui regardent mes dessins animés sur Arte, c'est le public classique de cette chaîne qui est à peu près, je crois, plus de 60 ans de moyenne d'âge. De moyenne d'âge. Ça veut dire que c'est quand même un public qui regarde la télé âgé. Cependant, ils ont une chaîne YouTube. Et alors, la chaîne YouTube, c'est plutôt 35 ans, la moyenne d'âge des gens qui regardent. Et il y a des centaines de milliers de spectateurs qui reprennent sur la chaîne YouTube le replay d'Arte. Mais il y a aussi, et ça je l'ai découvert récemment, une chaîne TikTok avec mes dessins animés, 50 nuances de Grey et Silex and the City. Alors moi, j'ai pas TikTok, mais j'ai découvert que ça avait été coupé en morceaux de 1 minute. Donc il faut en regarder plusieurs épisodes TikTok pour avoir un épisode en entier. Et j'ai découvert qu'il y avait aussi mes dessins animés sur Snapchat. Et donc, finalement, ces marchepieds de la bande dessinée vers d'autres formats, vers d'autres publics, ils existent et en fait, ils n'ont même pas besoin de nous. C'est-à-dire que ça se fait complètement naturellement. Il y a une espèce d'écosystème normal où les choses qui finalement parlent à toutes les générations ont du sens, vont, comme une rivière finalement, trouvera toujours, en fonction de la pente, l'endroit où se déployer, il y a comme ça un destin naturel, une pente naturelle de cette forme de création-là vers d'autres formats. Ouais, et puis il y a aussi le format webtoon qui est très populaire en Corée du Sud notamment, Jules, et que les éditeurs français aujourd'hui comme Dargaud tentent d'adapter, mais c'est vrai que notre consommation, en tout cas pour le lectorat français, reste très attachée, vous le disiez, à l'album. Album, ça tombe bien, j'en ai un entre les mains, c'est celui-ci. Arsène et Marcel me harcèlent. C'est votre album d'Irata NDI. Vous venez de nous rejoindre en plateau. On vous connaît évidemment comme fondatrice de Résonante, de l'application AppL. Artiste aussi, artiviste même, si je ne m'abuse. Et c'est justement tous ces talents d'artiviste que vous avez mis au profit de cette toute première bande dessinée aux éditions Grune. Vous touchez à une thématique évidemment essentielle, celle du harcèlement scolaire, qui va devenir grande cause nationale d'ailleurs en 2022-2023 pour la prochaine rentrée scolaire. On en parlait il y a encore un instant avec Jules, qui reste avec nous bien évidemment et qui est attentif à votre regard aussi sur cette première BD pour vous. On peut toucher tous les thèmes avec la bande dessinée. Elle est universelle. Alors effectivement, je pense qu'on peut toucher tous les thèmes, que ce soit dans la BD et dans l'art de façon générale, parce que on est d'accord que la BD, c'est le 6e art. Donc, 9e art, pardon. Oh, c'est pas grave. C'est l'art qu'on préfère, c'est surtout ça. Non, mais c'est très bien que ça monte en grade, là, comme ça. C'est ça, c'est que ça devrait arriver avant, sans doute. Absolument, vous avez bien raison. Et c'est vrai que la question des violences, de façon générale, ce sont des thématiques qui sont assez compliquées, donc d'essayer de trouver des moyens différents pour aborder ces thématiques et être audible auprès des publics, je trouvais ça important et intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous vous êtes intéressés justement à la façon de pouvoir vous emparer de ce discours, pour pas que sur le harcèlement scolaire d'ailleurs, sur les questions aussi d'écologie, d'éco-anxiété. Pour les plus jeunes, pour vous, Diriata, ce sont donc les 7-10 ans que vous ciblez avec Arsène et Marcel me harcèle, j'espère que je le dis bien à chaque fois. Jules, vous êtes aussi intéressé à cette jeune génération avec Call of Duty, génération Greta, et pas qu'à la jeune génération, mais aussi aux profs d'ailleurs. Absolument, mais c'est vrai que le premier public, c'est ce lectorat plus jeune qui finalement n'a pas envie d'avoir juste des espèces de création pédagogique, d'éléments un peu de propagande, de discours officiels sur tous ces sujets qui peuvent être rébarbatifs, qui peuvent être stéréotypés, et que finalement, d'avoir une bande dessinée sur le harcèlement scolaire, d'avoir une bande dessinée sur les enjeux justement du dérèglement climatique et ce qu'on peut faire, on a envie de sortir des discours que on a parfois à l'école, issus du ministère de l'Éducation nationale, avec des choses auxquelles on s'attend. On a tous les souvenirs de toute façon dans les cours d'éducation civique de gens venant de l'extérieur intervenir sur les drogues, le harcèlement, la sexualité, et puis que finalement ce soit juste une séquence un petit peu ennuyeuse où on chahute en cours.
le fait qu'il y ait des bandes dessinées sur ce sujet, ben déjà on est seul face à l'album, on peut vraiment le digérer à part soi, d'avoir un espèce de petit moment face à toutes ces connaissances-là, et évidemment ça a beaucoup plus d'impact qu'un cours magistral sur le sujet, et qui sera toujours marqué un petit peu du sceau de l'ennui scolaire chez bien des publics, et on a tous eu cette expérience. Donc voilà, ça a cette valeur-là très particulière. On reprend notre discussion justement sur l'importance de la BD, de la transmission par les phylactères dans un instant avec Diariata et avec Jules bien sûr. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de Cheryl Jessica Isengay. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Diariata Ndiaye. Bonjour à vous. Bonjour. Jules, auteur incroyable, Silex and the City, 50 nuances de grec, Call of Duty, qui nous attend depuis son studio où il enregistre les voix de son tout premier long métrage. Et puis évidemment en plateau avec nous, Damien Douany. Quelque chose me dit que Damien, tu as une idée derrière la tech. Marjorie et Diariata, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cahier, il est violet. C'est ça ? Voilà, alors, mais en fait non, c'est un cauchemar. C'est le pire cauchemar des parents comme moi. C'est le carnet de correspondance ou le carnet de liaison, hein, ça dépend des établissements. L'objectif de ce carnet, c'est de garder le lien bien sûr entre les parents et les enseignants. Et en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque des fois l'enfant l'a oublié en classe, ou bien nous-mêmes en tant que parents, on oublie de le regarder. Et c'est comme ça qu'on rate la réunion parents-prof, c'est du vécu. Ou faire l'appel des profs à faire des gâteaux pour la kermesse de l'école, ça éventuellement. On passe un peu à côté. Et puis, bien sûr, le principe du papier, c'est que c'est pas interactif. A priori, ça n'a pas changé là-dessus. C'est pas très réactif non plus. Donc, c'est difficile de demander un rendez-vous, par exemple, avec l'enseignant du jour au lendemain. Il faut faire la navette entre l'école, on perd du temps. Bref, c'est un peu compliqué. Puis, on sait même pas si le créneau qu'on a proposé, il est bon ou pas. Bon, on peut pas faire un doodle. Il n'y a pas des solutions un petit peu plus rapides et, j'allais dire modernes, mais surtout plus efficaces pour pouvoir y arriver. Effectivement, doodle, c'est une bonne idée. Effectivement, on a vu la période Corona
coronavirus a quand même créé beaucoup de créativité autour des solutions qu'on pouvait mettre en œuvre. Alors la plus simple, c'est la boucle WhatsApp, mais qui n'est pas très respectueuse des données personnelles entre parents et profs. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les ENT. Alors, les ENT, c'est les espaces numériques de travail qui désignent, je cite, la circulaire de l'éducation nationale, et je lis mes notes. Un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative dans un cadre de confiance défini par un schéma directeur des ENT et par ses annexes. C'est beau comme de l'art contemporain. Enfin, ça s'appelle une application de messagerie. Voilà, enfin, une plateforme de service. Vous me rassurez, je me dis, bon, ok, oui, j'arrive à peu près à suivre. Je trouve que entre ça et l'outil scripteur pour le stylo, c'est plutôt pas mal. Il faudrait peut-être une BD par Jules et par Diareza pour comprendre. Peut-être pour décrypter le jargon de l'éducation nationale, peut-être que Jules pourra nous en parler, lui qui a été prof. Et puis, il y a les startups françaises, bien sûr. Je crois que ça a été rédigé par Rantanplan. Ça a été rédigé par qui, dis-nous? Par Rantanplan. Oh, joli, bravo. Says, le père d'adoption de Lucky Luke, je rappelle. C'est vrai. Et bon, bien sûr, il y a les startups françaises. Alors, sur le marché de la tech qui explose, il y en a certaines qui ont décidé de pointer le museau de leur souris pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient faire pour résolutionner ça. Pour solutionner ça, ou pour résoudre. Mais c'est ce vocabulaire qui te perturbe, tu vois. Du coup, on part dans le vocabulaire de l'art résolutionner, voilà. Il y a artiviste et il y a résolutionner. Moi, j'invente des mots, je fais ce que je veux. De la novlangue. Et donc, la solution, elle s'appelle Classly. Elle s'appelle Classly. Là aussi, c'est de la novlangue. Parce qu'en fait, Classly, si moi, je ne m'abuse, c'est le nouveau nom de Classroom, non? C'est ça. Alors, c'est une start-up qui existe depuis quelques temps, mais qui a décidé de se renommer, c'est essayer d'évoluer sur son produit. Le produit ou le nom est nouveau, mais la mission reste la même, c'est réinventer la relation entre les parents et les enseignants. Et pour cela, ils sont allés s'inspirer d'un grand classique, c'est Facebook. Donc, on va le voir à l'image, on va voir la version web. L'interface web ressemble furieusement à Classroom, à Facebook, je vais y arriver. Tu vois, on est tout perturbé. Ah, mais je suis perturbé. Et d'ailleurs, c'est limite un peu trop riche, mais là où c'est intéressant, c'est l'application mobile dont ils ont décliné de cette version web. Et ce qu'on constate, c'est que ça s'approche d'un usage beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique que la version papier. D'ailleurs, on va le voir à l'écran, on retrouve les principes de timeline ou de flux d'activités par classe, avec des photos, des vidéos, les fameux likes, les événements à venir, comme les sorties éducatives de classe, les sondages. Et puis, bien sûr, il y a cette fameuse messagerie privée instantanée qui va permettre enfin de la réactivité entre les profs et les élèves. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est entièrement privatif, c'est RGPD compliant, tout ce que vous voulez. C'est ce que j'allais te dire. J'imagine que évidemment, Classy, via Classroom, sa société mère, si j'ose dire, fait énormément attention aux données, puisque là, on parle de données d'enfants mineurs pour la plupart, j'imagine bien, qui n'ont donc pas leur majorité numérique, qui n'ont donc pas de compte sur les réseaux sociaux, avant 13 ans, bien sûr. Un gros clin d'œil en l'occurrence. Voilà, bien sûr, oui, avant 13 ans. Et donc, effectivement, ils mettent en avant beaucoup ça sur le fait qu'ils sont hébergés en France, ils sont totalement respectueux des RGPD, ils ne vendent pas les données, ce n'est pas leur modèle économique, on y reviendra après. Et puis, pour finir, il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup qui permet l'enseignement différencié. L'idée, en fait, c'est que les parents peuvent donner des éléments caractéristiques de leur enfant. Je ne sais pas s'il est hyperactif, s'il a des troubles ou des petites difficultés, pour que le prof puisse les prendre en compte au quotidien. Eh ben ça, c'est malin. Tu nous disais que le modèle économique ne dépendait certainement pas de la vente de données, mais alors il dépend de quoi? Alors justement, ils mettent ça en avant. Et un modèle très simple, c'est de l'abonnement. Voilà, parce que si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Sinon, faut payer. Et donc, c'est le problème. Enfin, c'est le problème. C'est le problème très souvent de ces solutions-là qui peuvent être payées gratuites et on vend les données. Là, l'idée, c'est qu'il y a un modèle freemium. Donc, en gros, il y a une version à 0 € pour la tester, pour essayer certaines fonctionnalités. Et puis ensuite, on peut simplement payer par classe. Et ensuite, il y a tout simplement comme un abonnement des services qui sont proposés. Donc, c'est l'établissement scolaire qui doit en faire la demande. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est l'établissement scolaire qui fait ça, s'il a le budget. Alors après, il y a une petite concurrence justement avec les ENT. Les ENT, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le service. On va pas repartir dans la définition. Non, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais effectivement, c'est une petite bataille qu'il y a, parce que les ENT, c'est un peu la solution maison de l'éducation nationale. Mais moi, je vois à peu près ce que c'est. J'ai 3 enfants et il y a une plateforme, mais en réalité, à titre personnel, je n'y vais pas parce que c'est un peu compliqué. Enfin, ça serait plus pratique de l'avoir sur une application mobile. Là, il faut se connecter, il faut un code, machin, bidule. Et en réalité, tu prends pas trop t'as pas le réflexe d'y aller, donc
une appli, moi je trouve ça pas mal. C'est toute la question de placer l'utilisateur au centre, et c'est effectivement la grande réflexion que peut-être l'éducation nationale devrait avoir. Diarriata Ndiaye, maman de 3 enfants, mais aussi qui intervient beaucoup au collège, notamment au lycée. C'est typiquement un outil qui serait beaucoup plus simple, même pour vous en tant qu'intervenante extérieure, quand vous allez délivrer justement des messages sur les questions des violences, sur la question du harcèlement à ces classes de collège, pouvoir avoir finalement, j'allais dire un back channel, je fais du très mauvais franglais, mais avoir justement un système de messagerie où vous pouvez approfondir certaines notions avec ces collégiens, avec ces collégiennes ensuite. Effectivement, après la question c'est est-ce qu'avec cette application on peut échanger en direct avec uniquement les profs ou les équipes pédagogiques, ou est-ce qu'on a accès aux élèves des classes? Et effectivement, si on avait cet accès-là, ça serait l'occasion de leur partager du contenu et de poursuivre les échanges. Et là où ça serait pratique, typiquement dans l'activité qu'on a avec Résonante, qui est la prévention aux violences sexistes et sexuelles, c'est qu'une fois qu'on sort des établissements, on est toujours en lien, on essaie d'être en lien avec les jeunes qui auraient été eux-mêmes victimes de violences. Et ça serait peut-être plus facile de rester en contact avec eux par le biais d'un outil comme celui-ci. Absolument. Je crois que Damien peut vous poser des contacts, j'imagine. Il en a dans son classier, évidemment. Bien entendu. On reprend notre discussion sur les super pouvoirs de la BD tout de suite avec Diarriata Ndiaye, avec Jules qui nous attend depuis son studio, et puis avec Damien Douanier aussi, qui est un passionné, je le sais, de bulles et de phylactères. Oh oui. C'est la deuxième partie de notre talk. Et on abordait juste avant le zap de Cheryl Jessica Isengay cette question cruciale de la façon dont la BD est un vecteur de transmission, de savoir. J'avais envie de vous partager une initiative intéressante du syndicat national de l'édition, puisque depuis 2020, il édite une collection BD en classe qui va justement mettre en valeur la bande dessinée, et c'est bien fait dans l'univers scolaire. C'est une collection qui s'adresse principalement aux enfants du CE1, du CE2, du CM1 et du CM2. L'idée, c'est de pouvoir, avec beaucoup de graphismes différents, on va aller vers des extraits de BD franco-belges, comme le citait Jules tout à l'heure, international, manga, autant de ressources et de graphismes qui permettent de reprendre goût à la lecture d'abord, et puis surtout d'ouvrir vers une collection à la fois d'œuvres graphiques, mais aussi de s'emparer de sujets, et notamment la toute dernière collection qui est déployée en ce moment dans les classes, elle touche à la nature et justement réparer ce sentiment d'éco-anxiété qu'on voit beaucoup chez les enfants aujourd'hui. Faire de la BD un outil actif pour les classes, Jules, ça vous parle ? Oui, ça c'est sûr qu'à chaque fois qu'on intervient dans ce cadre-là, tout d'un coup, il y a un petit déclic, justement, un petit décalage par rapport à la routine scolaire qui fait qu'on capte... On capte l'attention, notamment d'élèves qui auraient été peut-être, je dirais, indifférents à ce genre de transmission. Transmission, évidemment, sur laquelle vous rebondissez dans Arsène et Marcel, Me Harcèle, j'adore prononcer ce titre, parce que ce titre, j'aime le prononcer parce qu'il se slame, et c'est toute l'originalité justement du travail que vous avez effectué, Diarriata, avec Ama, qui est l'illustratrice à laquelle vous avez fait appel pour porter ce sujet du harcèlement scolaire. Comment le travail s'est passé entre vous deux ? Ça a été hyper fluide. Moi, je pars du principe que chacun et chacune à ses compétences, en fait. Et donc, ça a été hyper fluide, et je pense qu'on a été hyper connectés, et j'étais ravie vraiment de travailler avec elle, parce que moi, je n'y connais rien en illustration. Je savais juste ce que j'aimais, et j'aimais ses dessins. Et je lui ai entièrement fait confiance, et je l'ai laissé aussi s'exprimer, parce que vraiment, pour moi, les illustratrices et les illustrateurs sont vraiment des artistes, quoi. Donc, je lui ai soumis le texte, et elle a été vraiment libre, et il y a eu une connexion assez spéciale, d'ailleurs, parce que je suis hyper ravie du rendu. Elle a eu de très bonnes intuitions, et je cherchais vraiment une illustratrice qui crée des choses joyeuses, et surtout sur une thématique comme celle-ci. Donc, ça a été hyper simple, hyper facile, et il y a quasiment pas eu de correction à faire, en fait. Et je sais que c'est assez rare, donc moi, j'ai eu l'impression que c'était plutôt une rencontre entre artistes, et que ça s'est passé de manière assez fluide, quoi.
Une rencontre entre artistes, c'est ce qui se passe aussi pour vous, Jules, quand vous travaillez notamment les textes de Silex and the City avec le philosophe, ou plutôt d'ailleurs de 50 nuances de grec, tiens, j'ai une grosse bêtise, avec le philosophe Charles Pépin. Il y a cette idée toujours de collaboration entre la partie illustration, entre la partie scénario, entre le texte. C'est finalement un dialogue avant tout, une BD, la création de ces ouvrages. Tout est possible, mais là, effectivement, ce qui m'intéresse dans ce que décrit Derrida sur son album et ce que j'ai aimé faire avec Charles Pépin, c'est de créer aussi des hybridations. Et le fait que le format de bande dessinée soit en perpétuelle recréation par rapport au classique album broché 44 pages couleur de notre enfance, c'est que il peut y avoir des choses très très grosses avec d'autres documents qui lui sont adjoints. Ça peut être lié à plein d'autres médias. On parlait tout à l'heure des passerelles vers l'audiovisuel. Et effectivement, quand on est à l'aise avec quelqu'un, moi c'est le cas avec Charles Pépin, voilà, qui est un merveilleux prof de philo, et écrit des essais remarquables, et lui il a quelque chose à dire différent de ce qu'on aurait peut-être coutume de lire dans une bande dessinée et vice-versa, c'est-à-dire que ce que je lui amène aussi à son travail, cet humour-là, ça réunit, je dirais, nos deux publics. Et ça, en général, quand c'est bien fait, c'est de la dynamite. Wow, de la dynamite, en effet. Alors, la dynamite, ça, je vous avoue que c'est vraiment le cas pour la question du harcèlement, encore une fois, dans votre ouvrage et celui d'Ama Diariata. L'inspiration qui vous a porté pour écrire cette histoire, parce qu'on parlait à la fois de cette résonance, sans mauvais jeu de mots avec résonante, entre le dessin, entre le texte. L'idée de départ, s'emparer du harcèlement scolaire de cette façon-là, c'est venu d'où ? L'idée de départ, c'est que donc moi, je me définis comme artiviste et ça fait déjà plusieurs années, presque 20 ans maintenant, que j'utilise le slam pour sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. Donc, j'ai déjà 2 spectacles, débats, et je vais à la rencontre des publics avec le slam. Donc je sais que ça marche, parce qu'utiliser l'art, ça permet de mettre une certaine distance, mais ça permet aussi de passer par les émotions. Et donc, il y avait vraiment cette idée, et je pense que même par respect pour le public, pour ne pas être trop frontal, quoi, de passer par l'art, je trouve que c'est une façon aussi de respecter les personnes à qui on s'adresse. Et la thématique du harcèlement scolaire, elle fait partie de cette grande famille des violences. Et on rencontre des publics, des filles, des garçons qui vivent malheureusement ce type de violence. Et on se rend compte que ce sont toujours les mêmes mécanismes. Donc ensuite, moi, mon rôle d'artiste, c'est de comprendre ces mécanismes-là, d'essayer de trouver le point commun entre toutes ces histoires. Et en réalité, on le trouve assez facilement. Et d'en faire une histoire dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, que ça soit en tant que victime, que ça soit en tant que harceleur. Mais dans le cadre du harcèlement scolaire, on n'a pas qu'une seule victime et un seul harceleur. Hein. Il y a aussi toutes les personnes qui vont... Excusez-moi. Il y a aussi toutes les personnes qui vont rejoindre la meute. Il y a également tous les témoins. Ceux qui vont rien dire, voilà. C'est ça, tous les témoins qui ne vont rien dire, mais qui sont aussi dans une certaine souffrance, parce que le fait de ne pas être en capacité d'agir, généralement, ça génère aussi de la souffrance. Il y a tous les adultes. Et quand je parle des adultes, je parle des équipes pédagogiques, des parents, des frères et sœurs. Enfin, il y a vraiment, ça touche vraiment quasiment tout le monde en réalité. Et vraiment, sur cette thématique en particulier, on sent qu'il y a vraiment un sentiment d'impuissance. Et l'idée, c'était de décrire ces mécanismes et surtout d'essayer de donner des pistes pour faire en sorte de faire reculer ce phénomène, parce que ça touche entre 700 000 et 1 million d'enfants. Absolument. C'est 1 élève sur 10. Et donc ces enfants harcelés, ce sont les nôtres, mais ces enfants qui harcèlent, ce sont aussi les nôtres. Absolument. Donc, à un moment donné, l'idée, c'était de s'adresser à toutes les parties prenantes. Et de pouvoir montrer qu'en fonction des situations et des contextes, on peut être d'un côté ou de l'autre de Exactement. la barrière, et d'en prendre conscience de façon très pragmatique par ce dessin et par ces textes. On rappelle donc que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement seront portés grande cause nationale pour la
prochaine rentrée scolaire 2022-2023. Et vous le disiez, ces chiffres qui sont toujours plus massifs, 6 à 10% des élèves qui auraient subi une forme de harcèlement au cours de leur scolarité. 800 000 à 1 million d'enfants qui en sont victimes chaque année. Je reviens sur la question justement du STEM, parce que vous faites un très beau cadeau à vos lecteurs et à vos lectrices, quel que soit leur âge pour le coup. C'est que dans l'album, il y a un QR code qui est proposé et on peut, en flashant le QR code, charger la version slamée de cet album-là. Alors effectivement, comme je le disais, moi je suis slameuse, donc je ne peux pas me contenter uniquement de l'écriture. Pour moi, ça passe aussi par la voix. Et donc, ce que je trouvais vraiment intéressant dans la création de cet ouvrage, c'est qu'effectivement, il y a l'écriture qui peut parler à certains élèves et certains parents. Il y a le dessin qui peut parler à d'autres enfants et à d'autres parents. Mais il y a aussi cette notion de voix et de musique qui permet aussi aux personnes qui n'aiment pas trop la lecture ou qui sont moins sensibles au dessin de se sentir aussi concernés. Donc effectivement, je pense que là, pour le coup, on passe par, comme je disais tout à l'heure, par différentes émotions. Et l'idée, c'est aussi de laisser chacun et chacune trouver par quels moyens ils souhaitent être sensibilisés à cette thématique. Toutes les portes d'entrée sont les bonnes. Parce que c'est un album qui se lit, qui se regarde, et qui s'écoute. C'est ça. Justement, il a été conçu comment? En fait, le point de départ, c'était le texte, c'était la musique, c'était... ça a été le texte. Comment ça fonctionnait? Ça a été le texte. Et donc, pour la musique, je travaille avec mon musicien, ça fait... Pareil, près de 20 ans qu'on travaille ensemble, il y a une certaine connexion. Enfin, on n'a même plus besoin de se parler, quoi. Donc, la musique est arrivée après. On a créé autour de l'histoire, et c'est la raison pour laquelle vraiment je vous invite à découvrir cet album et à découvrir l'audio, parce qu'on arrive vraiment, ça amène ça amène ailleurs. C'est-à-dire que je sais pas. C'est une autre dimension. On est sur une autre dimension, porte d'entrée. Exactement. Et je pense que ce n'est pas négligeable de se dire que pour travailler ces sujets, si ce n'est pas suffisant d'essayer de faire prendre conscience, on va essayer vraiment de toucher et de faire ressentir des émotions qui peuvent être désagréables, parce que dans l'histoire, quand on écoute la version audio, on sent la pression monter. Donc pour les personnes qui ne seraient pas en capacité de se projeter, elles vont au moins le ressentir. Et c'est quand même dommage de se couper de ce sens-là. Je voulais revenir à la question de la voix avec Jules, parce que je sais que c'est très important pour vous aussi. Je le répète, vous êtes en train d'enregistrer les voix de votre première adaptation long métrage, et vous êtes en duplex de ce studio justement aujourd'hui avec nous. Comment est-ce qu'on imagine la transposition parlée d'une BD qu'on a écrite, Jules? En fait, quand on écrit une bande dessinée, parce qu'il y a de l'image aussi et qu'on a les cases, on les entend, les voix dans l'oreille. À vrai dire, moi, quand j'écris un scénario, je joue tous les personnages, mais même je les vocalise à l'oral. On a tous ce récit de Flaubert qui allait dans un gueuloir pour écouter ce que son texte donnait, en fait, quand il était parlé, quand il était proféré. Et cette chose-là, quand tout à coup, il y a des comédiennes, des comédiens, ou des gens d'ailleurs qu'on invite, qui ne sont pas forcément professionnellement des comédiens, mais ça peut être des femmes politiques, ça peut être des artistes, peintres, qui viennent prêter leur voix à un personnage, ils apportent quelque chose d'encore différent. C'est-à-dire une sensibilité, une rugosité. C'est aussi une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, moi, j'aime aussi faire venir des gens dont c'est pas le métier a priori. C'est parce qu'il y a une espèce de déséquilibre, de grain non stéréotypé qui, tout d'un coup, attire l'oreille. Tout de suite. On a envie d'écouter ce que ces gens racontent, et effectivement, la voix. Autant la bande dessinée est très très riche et apporte plein de choses, mais il n'y a pas cette sensualité, cette folie de la voix. Moi, je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup la radio. Je ne suis pas que bloqué sur l'image. Et cette rencontre-là, d'une voix et d'un dessin, est toujours un peu un petit coup de magie quand même particulière. On peut imaginer une prochaine voix slamée par Diarata, par exemple, chez vous? Pourquoi pas, à vrai dire, justement, des chanteurs... que ce soit des chanteurs d'opéra, il y a Nathalie Dessay par exemple qui est venue faire des voix, ou que ce soit des chanteurs de variété,
Julien Clerc est venu, ou le chanteur Raphaël, ou que ce soit des rappeurs. Black M, par exemple, est venu aussi prêter sa voix à un personnage. À chaque fois, c'était des rencontres géniales parce qu'ils apportaient leur petit univers intérieur et ça donnait, ça donnait une alchimie spéciale. Donc, effectivement, le slam a complètement sa place dans cet univers-là. Bon, Yarata, en tout cas, retient l'invitation. C'est génial, merci. J'ai même pas besoin de travailler pour ça, c'est génial. Bon, si on peut aider, nous on est comme ça dans l'école du futur, vous savez vraiment, c'est une grande maison. Dernière question avec vous, Jules, pour ceux qui voudraient se glisser dans votre crayon, car celles et ceux qui nous regardent et qui sont des fidèles de l'école du futur savent qu'on aime parler aussi de ces métiers, ouvrir les horizons au maximum. Comment on fait pour devenir Jules, calife à la place du calife, is no good? Je crois qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui fait la différence dans la création en bande dessinée ou en animation, c'est les gens qui, en dehors du savoir technique, qui peut s'apprendre dans des écoles ou qui peut s'apprendre par soi-même en dessinant encore. Je crois que le seul truc, c'est d'avoir vraiment des années d'expérience et d'entraînement. C'est d'être fidèle à son univers propre. Et que chacun, quelqu'un qui soit dans le domaine de l'humour, quelqu'un qui soit dans le domaine plutôt introspectif, plus grave, peu importe, fasse quelque chose qui ne soit pas interchangeable et qui ne soit pas adapté, je dirais, à une espèce de marketing de la bande dessinée, qu'est-ce qui marche pas, je vais faire plutôt ci ou ça, mais d'être singulier, de n'être personne. Donc en fait, pour devenir Jules, il faut surtout ne pas être Jules. Ah ben on retient le conseil. Et merci évidemment infiniment d'avoir été avec nous pour cette émission sur la BD. Merci Jules, on vous retrouve dans vos albums très bientôt sur grand écran, donc avec ces voix que vous enregistrez minutieusement en ce moment dans votre studio à Paris. Merci Yarata Ndiaye d'avoir fait un détour par le plateau de l'école du futur. Je précise, parce que je suis fan moi de mes invités, je le dis quand je suis fan, que vous avez été décoré Ordre national du mérite en 2018 pour votre engagement de tous les jours sur les questions des violences sexuelles, sexistes et du harcèlement scolaire aujourd'hui que vous défendez avec cette BD. Et puis je vous décore de l'Ordre national de la BD et de l'illustration. Tiens, je suis comme ça. Amen. et puis tiens, aussi Damien Douani, décoré de l'Ordre national de la chronique. Allez, on y va. Tout le monde, on distribue les bons points à tout le monde. Merci infiniment en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur tous les réseaux sociaux et peut-être en webtoon, tiens, avec le hashtag l'école du futur. Et dès demain en plateau pour une nouvelle émission.